Bienvenue pour cette séance d'information sur le doctorat à l'ULB. Je m'appelle Bibiane Fréchet, je coordonne la cellule doctorat à l'ULB. Aujourd'hui, je vais vous donner des informations sur le doctorat d'abord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le doctorat? Comment ça marche? Ensuite, nous verrons un petit peu les options de carrière et les compétences que vous allez développer au cours de votre doctorat. Et puis enfin, je vous donnerai des informations plus pratiques sur comment commencer un doctorat à l'ULB. Le doctorat, si on pouvait le résumer en quelques mots, en quelques chiffres, voici. Alors, le doctorat à l'ULB, c'est 2000 doctorants et doctorantes qui sont inscrits chaque année, qui défendent un peu plus de 260 thèses chaque année également. Et la durée attendue de votre doctorat, c'est 4 ou 6 ans selon le financement que vous allez obtenir au cours de votre doctorat. Si on le résumait en 3 mots, on pourrait dire que le doctorat est vraiment au cœur des missions de l'université. Tout d'abord, le doctorat, c'est un projet, c'est la réalisation d'un projet de recherche. Donc, c'est avant tout apprendre le métier de chercheur. C'est aussi une formation, parce que justement, c'est une formation de 3e cycle. Vous allez vous spécialiser dans un domaine et vous allez apprendre à faire de la recherche. Et enfin, vos recherches auront chacune d'entre elles un impact sur la société, quel qu'il soit. Alors, ça peut être un impact très concret, ça peut être l'apport de nouvelles connaissances, etc. Enfin, si on pouvait résumer le doctorat en 3 actions, on pourrait dire que tout d'abord, vous allez vous former. Donc, quand on fait un doctorat, on acquiert de nouvelles connaissances très pointues dans un domaine et également de nouvelles techniques ou de nouvelles méthodologies scientifiques de très haut niveau. Donc, ça veut dire que quand on fait un doctorat, si vous faites un doctorat, vous allez devenir vraiment un expert de votre domaine. Ensuite, vous allez développer, c'est-à-dire que vous allez conceptualiser et mettre en œuvre un projet de recherche. Vous allez également tisser un réseau scientifique international. Vous allez rencontrer toute une série de scientifiques et d'experts par le monde. Et aussi, et ça c'est très important de le faire dès le début et de commencer son doctorat avec cette idée-là, vous allez développer votre carrière présente et future. Et enfin, bien sûr, vous allez produire des connaissances que vous allez pouvoir partager. Et vous allez bien sûr rédiger votre thèse. Alors, ça peut être une dissertation ou un ensemble d'articles qui méritent publication. Le doctorat, c'est une formation de haut niveau et c'est une formation personnalisée. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout comme au niveau du master avec un programme commun au sein duquel vous pouvez choisir certaines options, certaines finalités. Dans ce cas-ci, vous allez chacun et chacune avoir un programme de formation doctorale individuel tout à fait modulable en fonction de l'avancement de vos recherches et qui sera personnalisé en fonction de vos besoins. Donc, chaque doctorant, chaque doctorante a un programme qui lui est propre. En outre, vous pouvez, dans le cadre de votre programme, valider, donc valoriser des expériences que vous avez réalisées avant votre thèse, que ce soit des articles que vous auriez déjà publiés, des formations que vous auriez réalisées dans le domaine de votre doctorat, etc. Donc, c'est vraiment une expérience unique qui se différencie très fort du master. On dit toujours que le doctorat, c'est se former à la recherche par la recherche. Oui, c'est une formation assez pratique. Donc, comment se déroule-t-elle? D'un côté, vous allez avoir toute une série, vous allez vous former scientifiquement, je vais dire, dans votre domaine, dans votre discipline. Ça peut être via des séminaires, des conférences, des écoles d'été, parfois des séjours de recherche dans d'autres centres de recherche, d'autres laboratoires. Également, vous allez produire, c'est-à-dire que vous allez apprendre à partager vos résultats de recherche via des articles, des communications dans des conférences, par exemple, ou des posters. Vous allez vous-même peut-être organiser des conférences. Et à côté de ça, lors de votre formation doctorale, vous allez aussi avoir l'occasion de vous former dans des compétences plus générales qui sont utiles dans pas mal de domaines. Alors, bien sûr, en communication, parce que vous devez être capable de communiquer, en langue, parce qu'une des langues de travail, quand on réalise une thèse, c'est l'anglais. Donc, parfois, on a besoin d'une petite mise à niveau, ou en tout cas d'apprendre comment communiquer scientifiquement en anglais. Et toute une série d'autres formations, par exemple en gestion de projet, comment encadrer une équipe, comment donner des formations, des cours, comment gérer les résultats de vos recherches, etc. Comme je l'ai dit, le doctorat, c'est très différent du master, donc vous allez être beaucoup plus autonome au cours de votre doctorat que vous ne l'étiez pendant votre master. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu
un très, très, très gros mémoire que vous réalisez pendant 4 ou 6 ans. Alors, une remarque déjà importante, si vous n'avez pas trop aimé faire votre mémoire, posez-vous une réelle question par rapport au doctorat parce que le doctorat, c'est vraiment un gros mémoire. Donc si le mémoire n'était pas la partie qui vous a le plus intéressé au cours de vos études, posez-vous la question de voir si réaliser une thèse, c'est vraiment ce qui va vous plaire. Alors bien sûr, on va vous demander d'être de plus en plus autonome, mais vous allez quand même encore être encadré, comme toute personne qui commence un nouveau métier. Là, vous allez commencer le métier de chercheur, alors on va vous encadrer. Vous aurez d'abord un professeur qui va vous aider à avancer dans vos recherches, c'est votre promoteur. Parfois, vous aurez aussi un copromoteur, c'est-à-dire un deuxième promoteur qui va aussi vous aider. Par exemple, si vous réalisez des recherches interdisciplinaires et que vous avez besoin de spécialistes de plusieurs disciplines différentes. Ensuite, vous aurez également un comité d'accompagnement. Alors lui, il vous accompagne de manière un petit peu plus éloignée, il vous rencontre au moins une fois par an pour évaluer l'avancement de vos recherches et vérifier que tout se passe bien. Ensuite, vous aurez aussi l'occasion de partager, d'échanger, de rencontrer des doctorants de votre domaine, de votre discipline et des professeurs, des chercheurs également de votre domaine au sein de votre école doctorale. Alors l'école doctorale, c'est une instance, une équipe qui vous propose un certain nombre de formations dans votre domaine de recherche. Et enfin, bien sûr, au sein de votre centre de recherche, de votre laboratoire de recherche, vous aurez toute une série de collègues avec qui vous aurez l'occasion d'échanger sur vos recherches. L'ULB est une université complète, donc ça veut dire que nous offrons toutes les disciplines à l'ULB, donc vous pouvez réaliser votre doctorat dans n'importe quel domaine offert en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous donne une idée de comment se répartissent les doctorants chez nous. Alors, vous voyez qu'en sciences et techniques et en sciences humaines et sociales, on a entre 36 et 38%. Les sciences de la santé représentent environ 25% et le doctorat en arts et sciences de l'art, plus ou moins 2%. Le doctorat en arts et sciences de l'art, c'est un doctorat qui se réalise en collaboration avec une école supérieure des arts. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos questions au fur et à mesure. Donc, vous voyez, il y a 3 grandes parties dans ma présentation. Alors, je vais demander à ma collègue Pauline s'il y a déjà des questions auxquelles je pourrais répondre. Je vais moi-même regarder aussi. Alors, il y a une question relative à le doctorat en parallèle d'une activité professionnelle à temps plein. Je ne sais pas si c'est vraiment maintenant que tu peux adresser cette question-là, mais voilà, en tout cas, comment ça se passe, quelles sont les possibilités offertes à l'ULB pour les étudiants professionnellement actifs? C'est ça. Alors ça, je vais peut-être y revenir juste après, parce que je vais justement vous expliquer les possibilités de carrière et de financement pendant le doctorat, et donc je vais peut-être revenir à cette question juste après dans ma présentation. Ok, donc je vais continuer pour l'instant. De toute façon, si vous avez des questions, vous aurez aussi l'occasion de les poser à la fin de l'exposé. Alors, si vous vous lancez dans un doctorat, il faut aimer voyager. Alors, bien sûr, pour l'instant, les chercheurs sont un peu frustrés. Ils voyagent que par leur ordinateur, mais normalement, en général, on voyage beaucoup pendant qu'on réalise un doctorat. Et il faut aussi aimer vivre dans un milieu multiculturel. Parce qu'en effet, le monde académique est un milieu très où sont brassées toute une série de nationalités. Il y a beaucoup de chercheurs internationaux. Alors, pour vous donner un exemple, à l'ULB, un doctorant sur 2 est international. Dans les centres de recherche, dans les laboratoires, on parle anglais, français, parfois également d'autres langues. Bien sûr, l'ULB vous offre des formations pour vous aider à pouvoir maintenir ces échanges en anglais et en français. Vous aurez aussi l'occasion, si vous réalisez un doctorat, de partir régulièrement à l'étranger. Souvent, ce sont pour des courts séjours, donner une conférence, participer à un séminaire, à une école d'été, etc. Parfois, pour des séjours un petit peu plus longs, par exemple, un séjour dans un centre de recherche à l'étranger parce que vous avez besoin d'utiliser un matériel qui est disponible dans ce centre de recherche ou de bénéficier de l'expertise d'un collègue qui se trouve à l'étranger. Alors, à cet égard, je voudrais attirer votre attention sur un modèle assez particulier du doctorat qui s'appelle la cotutelle de thèse. La cotutelle de thèse, c'est un doctorat qui se réalise entre 2 universités. Donc, ça veut dire que vous êtes inscrit à la fois à l'ULB et aussi dans une autre université et que vous êtes encadré par deux professeurs, un à l'ULB, un dans l'université partenaire.
Vous restez, donc vous réalisez vos recherches au moins 1 an dans chacune des 2 universités et à la fin de votre doctorat, donc quand vous êtes arrivé au bout, vous n'avez qu'un seul examen. Alors on appelle ça la soutenance publique puisque l'examen final du doctorat est public. Donc vous n'avez qu'une seule soutenance publique qui se déroule soit à l'ULB, soit dans l'université partenaire. Et puis si tout se déroule bien, vous obtenez 2 diplômes, donc un diplôme de l'ULB et un autre de l'université partenaire. On a pas mal de doctorants à l'ULB qui font leur thèse en co-tutelle et c'est une expérience très intéressante parce qu'elle vous permet d'expérimenter 2 mondes académiques différents et aussi de bénéficier de l'expertise de 2 professeurs différents. Donc c'est vraiment un modèle intéressant. Après, il faut voir si ça s'applique à votre projet, ce n'est pas toujours le cas. Alors, au cours de votre doctorat, vous allez développer toute une série de compétences, mais avant de parler de ça, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le doctorat, c'est vraiment apprendre le métier de chercheur. Et donc, idéalement, il faut envisager le doctorat comme un métier et pas comme des études. Alors, ça reste des études, vous allez obtenir un diplôme, mais c'est aussi un métier. Vous apprenez le métier de chercheur en faisant un doctorat. Alors, le doctorat demande un investissement très conséquent et donc il est vraiment conseillé d'essayer de vous faire financer pour réaliser votre doctorat. Ce n'est pas obligatoire à l'ULB, mais c'est vraiment hautement recommandé et dans certains domaines, il n'est pas possible de réaliser votre doctorat sans être financé. Il y a deux modèles différents, je dirais. Alors, soit vous allez obtenir ce qu'on appelle une bourse de doctorat. Alors, attention, ce n'est plus du tout une bourse comme les bourses d'études que vous aviez au niveau du master ou de bachelier. Ici, c'est presque comme un salaire, je dirais. Donc, vous allez chaque mois recevoir un montant qui est d'à peu près 2 000 €, qui inclut les cotisations à la sécurité sociale. Donc, ça veut dire que vous cotisez pour vos soins de santé, le chômage, la pension, etc. La différence, c'est que vous ne payez pas d'impôts. Donc, ce que vous recevez est net. Les bourses de doctorat sont des bourses en général de 4 ans, sauf quelques-unes qui sont de 3 ans. Donc, ça veut dire que pendant 4 ans, vous travaillez temps plein sur votre projet de thèse. Et vous pouvez soit, alors là je vous ai donné quelques exemples, mais vous pouvez soit déposer vous-même une demande de financement, mais de toute façon que vous aurez élaboré avec votre promoteur de thèse, auprès du FNRS par exemple, ou de l'ULB, soit vous répondez à un appel parce qu'un centre de recherche a obtenu un financement et cherche un doctorant, et donc vous répondez à son offre d'emploi et il vous engage sous ce statut également de bourse de doctorat. Pour certains financements européens, c'est-à-dire des doctorats conjoints, donc qui se déroulent dans plusieurs universités européennes en même temps, souvent dans ce cas-là, la durée est de 3 ans au lieu de 4 ans. Alors l'autre modèle, c'est le modèle d'assistanat. Alors là, vous allez avoir un contrat un petit peu différent. Donc, vous êtes sous contrat à l'ULB et vous travaillez à mi-temps sur vos recherches doctorales et à mi-temps, vous faites du support à l'enseignement. Donc, ça veut dire que vous allez vous partager entre l'enseignement et la recherche. C'est idéal pour les gens qui adorent enseigner et qui ont envie d'également vivre cette expérience-là. Alors, comme on vous demande de vous partager entre 2 grandes missions, on vous offre 6 ans pour réaliser votre doctorat parce que là, sinon, vous n'auriez pas le temps de le finaliser en 4 ans. Et enfin, une dernière possibilité, ce sont les contrats de recherche avec les entreprises. Alors ça s'applique particulièrement bien pour les recherches plus appliquées. Alors là, vous avez un contrat avec l'entreprise ou via certaines régions, donc la région bruxelloise ou la région wallonne offre des financements pour ce type de doctorat. Et donc, vous réalisez vraiment votre doctorat dans l'entreprise, mais aussi au sein de l'université. Alors, pour répondre à la question qui était posée, est-ce qu'il est possible de réaliser son doctorat en travaillant ? Donc oui, c'est possible. Il faut savoir que c'est un investissement conséquent en temps, parfois aussi financier, puisque si vous n'êtes pas financé pour votre doctorat, vous devez vous-même payer vos déplacements, par exemple pour vos conférences, etc., ou en tout cas essayer de trouver des financements pour les financer. Il faut vraiment analyser d'abord avec votre promoteur si c'est possible par rapport à votre sujet de recherche. Certaines recherches impliquent de se déplacer parfois plusieurs mois à l'étranger, etc. Ce n'est pas compatible avec une autre profession. Et puis également, il faut voir si vous-même, vous vous sentez capable d'assumer à la fois votre profession actuelle et puis en plus la réalisation d'un doctorat. Donc je dirais que c'est vraiment quelque chose à discuter avec votre promoteur et voir si c'est vraiment réalisable. Mais chaque année, nous avons plusieurs centaines de doctorants qui réalisent leur thèse comme cela. Donc c'est possible. Comme je disais, vous allez développer toute une série de compétences. Alors, des compétences très
très poussées dans votre discipline et en même temps des compétences plus transversales dont je vous ai parlé tout à l'heure, la communication, la gestion de projet, le travail en équipe, etc., qui sont très recherchées dans le marché, sur le monde dans le marché de l'emploi. Du coup, il y a pas mal de débouchés différents après une thèse. Alors bien sûr, vous avez la possibilité de travailler après à l'université en tant que chercheur, que professeur. Alors là, je dois toujours faire un petit bémol. Parfois, je plombe un peu l'atmosphère quand je suis en direct, vraiment dans une salle en vrai où je vois des gens. Il faut savoir qu'on estime à environ 10% des docteurs, les docteurs qui ont l'occasion, la possibilité de poursuivre une carrière académique. Ça veut dire que les 90 autres % de docteurs vont travailler soit en dehors du monde académique, en dehors des universités, donc dans d'autres secteurs. Donc ça, je pense que c'est très important de le savoir dès le début. Ce n'est pas parce que vous avez un doctorat que d'office, vous allez ensuite obtenir un poste de professeur. Les postes sont très compétitifs et donc il faut vous dire qu'il y a aussi d'autres débouchés professionnels qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres et qu'il faut y penser dès le début. Alors dans le monde de l'université, vous pouvez bien sûr, comme je dis, devenir prof-chercheur, aussi plutôt un peu comme expert qui fait du support à la recherche, donc qui aide les chercheurs à développer leurs recherches, mais sans eux-mêmes vraiment en faire. Vous avez la possibilité d'aller travailler en entreprise, alors dans des services de recherche et développement, ou bien vous-même comme entrepreneur, vous montez votre entreprise après grâce à vos résultats de recherche. Certains docteurs aussi se lancent plus dans la consultance ou la formation, et d'autres encore plutôt dans les services publics ou les organisations internationales en tant que manager, chargé de projet, expert sur certains domaines. Donc voici un petit peu, vous voyez, les débouchés sont vraiment multiples. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je vais checker un petit peu s'il y a des questions plus précisément sur ces points-là. Pauline, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre. Oui, il y avait la question des pays dans lesquels on peut effectuer une co-tutelle de thèse. Quels sont les pays? Tous les pays, donc l'université, donc l'ULB n'a pas de restrictions par rapport aux co-tutelles de thèse. Pour les universités partenaires, ce dont on doit juste s'assurer, c'est que c'est une université officielle d'un bon niveau et qui délivre des diplômes de doctorat officiels. Donc, dès qu'on s'est assuré de ça, on peut débuter les accords, parce que pour chaque co-tutelle de thèse, on doit signer une convention de co-tutelle entre les deux universités pour être sûr que le doctorat se passe bien et que jusqu'au bout de la thèse. Nous avons des doctorants partout dans le monde en co-tutelle. Donc, on en a beaucoup en Europe, bien sûr, mais on a toute une série de doctorants qui réalisent leur thèse en Amérique, que ce soit par exemple au Canada ou dans certains pays d'Amérique du Sud, le Brésil par exemple. Nous avons également pas mal de doctorants en Afrique qui réalisent leur thèse 6 mois en Afrique, 6 mois en Belgique parfois, ou d'autres qui la réalisent vraiment en co-tutelle selon des modèles différents. Et puis aussi en Asie. Donc, par exemple, on a par exemple toute une série de doctorants chinois, par exemple, qui réalisent leur thèse ici, où on a des doctorants nous-mêmes de chez nous qui, entre guillemets, partent en Asie aussi. Donc vraiment, toutes les possibilités sont là. Il n'y a pas de restriction tant que l'université partenaire est d'un bon niveau et délivre des diplômes officiels et qu'on peut s'assurer que l'encadrement que vous recevrez là-bas est de qualité. Alors ensuite, j'avais une autre question. C'était quelle est la durée moyenne de traitement du dossier de doctorat pour un étudiant hors Union européenne avant l'admission? C'est peut-être un peu plus dans les aspects pratiques, donc c'est peut-être adressé un peu plus tard dans la présentation. Oui, j'y répondrai après, mais honnêtement, donc je ne peux pas vous répondre avec certitude parce que là, je pense qu'il vaudrait mieux poser la question directement au stand d'admission après. Non, ça peut aller très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous réalisez une demande d'admission, c'est étudié par une commission de la faculté et donc tout dépend du temps que prend la commission pour étudier votre dossier, mais en général, ça peut aller relativement vite et quand il y a urgence, ça va très vite. Mais je reviendrai peut-être sur ce point dans la suite. Alors, il y en a beaucoup, hein, donc j'essaye de suivre. Sinon, j'irai les voir à la fin de l'exposé. Oui, que comporte le programme PhD? Que comporte exactement un programme PhD?
C'est une question. Qu'est-ce qu'il comprend en fait? Donc c'est ce que je disais avant. Donc en fait, le programme de doctorat, c'est vraiment se former à la recherche par la recherche. Et donc, on va suivre une série de formations, mais il y a aussi surtout l'apprentissage, je dirais, de terrain, d'apprendre à faire la recherche. Donc c'est à la fois se former au domaine en lui-même via des séminaires, des conférences, etc., mais aussi apprendre sur le terrain à faire de la recherche. En quoi consiste l'école doctorale? Alors, l'école doctorale, c'est... je vais prendre encore cette question-là et puis je passerai la dernière partie pour être sûre d'avoir du temps. Donc, l'école doctorale, elles sont interuniversitaires. Alors, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure. Donc, c'est un ensemble d'équipes de toutes les universités de la communauté française qui se sont regroupées en une école et qui offre une série de formations à leurs doctorants, donc aux doctorants de ce domaine-là, donc des formations assez pointues dans la discipline, qui souvent aussi organise chaque année une journée des doctorants. Donc, c'est-à-dire que pendant cette journée, vous avez l'occasion de présenter vos recherches ou d'écouter les recherches des autres doctorants et donc aussi de partager, d'apprendre des choses qui peuvent vous servir. Donc, c'est vraiment, ça, c'est l'essence même de l'école doctorale. C'est un ensemble d'équipes dans un domaine et de toutes les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, grâce à ça, vous avez l'occasion de rencontrer des doctorants et des experts et des professeurs de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, je vais peut-être avancer maintenant sur la dernière partie et puis je répondrai aux questions qui arrivent encore en fin de présentation. Puisqu'il y avait une question plus pratique justement sur les inscriptions, etc. Comment faire quand vous voulez commencer un doctorat? Tout d'abord, bien sûr, le plus important, comme je disais tout à l'heure, vous êtes autonome, mais vous êtes quand même encore encadré pour vous aider à réaliser votre projet et apprendre le métier de chercheur. Vous devez d'abord contacter un professeur. Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est de vous dire, tiens, moi, je voudrais travailler sur tel sujet. Quel est le professeur qui pourrait m'encadrer? Alors aujourd'hui, vous avez la chance, vous avez les stands de toutes les facultés. Donc, si vous avez déjà un projet de recherche en tête, je vous invite à aller vous rendre sur le stand de votre domaine et d'essayer de voir qui pourrait encadrer vos recherches. Et ensuite, vous pourrez contacter cette personne, à moins que vous ayez la chance qu'elle soit justement sur le stand aujourd'hui. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter cette personne et vraiment expliquer votre projet. Et je dirais le faire dans les détails, donc pas juste envoyer un petit mail de 2 lignes en disant bonjour, je voudrais faire un doctorat, parce que des mails comme ça, ils en reçoivent tous les jours. Et donc, je ne suis pas sûre que vous aurez une réponse positive, mais donc de vraiment présenter votre projet, expliquer vos motivations, expliquer votre parcours et demander si la personne est prête à encadrer vos recherches. Alors, personne n'est obligé d'encadrer des recherches à l'ULB, donc les professeurs peuvent toujours refuser. Parfois, ce n'est pas une question de problème par rapport au sujet, etc., ou votre parcours. Parfois, c'est juste un problème de temps. Ils encadrent déjà assez de doctorants, ils n'ont pas le temps de prendre un doctorant en plus, mais ils vont pouvoir aussi vous conseiller, parfois peut-être vous orienter vers quelqu'un d'autre, etc. Alors, une fois que vous avez obtenu un accord de principe d'un professeur qui accepte de vous encadrer, vous définissez plus précisément le projet de recherche ensemble. Et ensuite, vous pouvez commencer vraiment avec les formalités. Donc, vous effectuez votre demande d'admission au doctorat. Alors, comme je le disais tout à l'heure, une fois que vous avez réuni tous les documents qu'il vous faut, la commission facultaire des doctorats ou la commission de département des doctorats va analyser votre demande, va vérifier que votre parcours est de bon niveau, que votre sujet semble OK, que vous avez un promoteur, etc. Et si la demande d'admission semble correcte et de bon niveau, vous serez admis au doctorat et vous pourrez finaliser, vous inscrire vraiment officiellement. En même temps, donc, ce qui est vraiment important, c'est que les formalités, il faut les faire en parallèle. C'est vraiment important. Il ne faut pas attendre que l'une soit faite avant de faire l'autre. En même temps, je vous invite vraiment à aller analyser les possibilités de financement et de postuler au financement. Alors là, attention aux deadlines. S'il y a des deadlines très précises pour postuler à des financements de doctorat, donc là, faites vraiment attention et parlez-en avec votre promoteur. Et enfin, si vous voulez vous lancer dans une co-tutelle, contactez le plus vite possible la cellule doctorat pour qu'on puisse se mettre déjà en contact avec l'université partenaire. Et bien, une fois que vous avez fait tout ça, que vous êtes admis au doctorat, vous pouvez vraiment vous inscrire et commencer votre thèse. Et elle débute au début de l'année académique, donc à la mi-septembre.
Avant de répondre à vos questions là-dessus, je voudrais juste encore vous signaler que nous avons d'autres rendez-vous. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par le doctorat, que vous voulez aller plus loin, nous avons d'autres rendez-vous un peu plus tard. Alors, on en a un en octobre, où on a un petit atelier sur le développement de la carrière des chercheurs et donc sur le doctorat. Et vers novembre, on a toujours chaque année aussi des ateliers d'une journée, donc encore plus poussés sur les possibilités, est-ce que le doctorat est fait pour moi, est-ce que c'est une bonne idée que je me lance dans un doctorat, etc. Donc voilà, ça, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à le faire. L'atelier Avanthèse, il est réservé pour l'instant aux étudiants de master de l'ULB. Et puis, si vous avez encore des questions, je vais tenter d'y répondre maintenant. Et si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup, vous pouvez venir me voir après sur le stand. Donc, c'est un stand service qui s'appelle le doctorat PhD. Et puis, on a aussi une adresse mail. Si vous n'avez pas le temps de rester, vous pouvez aussi nous envoyer tout simplement un mail et on vous répondra avec plaisir. Voilà, merci à vous et je vous écoute maintenant pour vos questions. Enfin, je vous lis. Alors, je te lis peut-être deux, trois questions, si tu veux. Je t'entends plus, à mon avis, tu as coupé ton micro. Il n'était pas coupé, oui, j'ai dû faire une fausse manœuvre, voilà. Me voilà de retour. Donc, y a-t-il des prérequis académiques en dehors du diplôme de master? Ah oui, ça c'est une très bonne question, en effet, j'en ai pas parlé. Donc, si vous voulez, d'un point de vue légal, il n'est pas obligatoire d'avoir un grade, d'avoir un seuil minimal de notes. Par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le doctorat, c'est une formation de très haut niveau, c'est une formation très compétitive. Les financements sont très compétitifs également. Et donc, souvent, on conseille quand même d'avoir eu un parcours académique assez bon, voire très bon. Par exemple, si vous voulez postuler au FNRS, il faut vraiment avoir obtenu des notes très, très hautes pour avoir la chance d'obtenir un financement. Après, il y a d'autres possibilités de financement où il ne fallait pas avoir un parcours aussi brillant. Je dirais que le plus important quand vous voulez vous lancer dans un doctorat, si vous avez eu un parcours un petit peu plus particulier, qui n'est peut-être pas super brillant et classique avec des 18 ou des 17 partout, c'est peut-être d'expliquer pourquoi dans vos motivations et ensuite, surtout, de ne peut-être pas vous orienter que vers le FNRS. Alors aussi, ce qui est très important, c'est de vous dire, OK, moi j'ai peut-être eu des 13, des 14 dans des notes, ou des 12, ou des 10 sur 20, mais par contre, j'ai fait 95% à mon mémoire, j'ai adoré ça, je me suis révélée dans mon mémoire. Ça, c'est parfait, parce que c'est ça qu'on attend de vous, c'est que vous réalisiez un gros mémoire. Donc, je dirais que tous les parcours sont acceptables, mais c'est vrai qu'il faut quand même, de manière générale, avoir eu un parcours bon, voire très, très bon pour se lancer dans un doctorat. Alors, y a-t-il des deadlines particulières? Alors, normalement, vous devez faire votre demande d'admission avant la fin octobre. Il y a des dérogations possibles. Par exemple, si vous postulez un financement de doctorat qui ne commencerait que le 1er janvier, par exemple. Mais de manière générale, la deadline, c'est le 31 octobre. Alors, je vois aussi une question sur l'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite pour réaliser un doctorat. Donc, on peut réaliser un doctorat à tout âge. On a des personnes qui sont retraitées et qui se disent qu'après leur retraite, elles feraient bien un doctorat parce qu'il y a un domaine dans lequel elles ont envie de se spécialiser. Donc, il n'y a pas d'âge limite. Ce qu'il y a par contre parfois dans des demandes de financement, par exemple au FNRS et aussi auprès d'autres agences de financement, c'est un délai limite après l'obtention du diplôme de master. Donc, dans certains financements, on va vous dire, voilà, il faut que vous ayez obtenu votre diplôme de master depuis 3 ans maximum ou depuis 7 ans maximum, etc., pour pouvoir postuler au financement, mais il n'y a pas d'âge. Donc, c'est une question de limite par rapport au diplôme. Et les frais relatifs au Minerval? Oui. Donc, les frais sont de 835 € la première année. Donc, quand vous inscrivez la première année, vous payez 835 €. Les années suivantes, vous ne payez plus. Donc, vous ne payez que les 32 € de frais administratifs. Maintenant, si vous êtes payé par l'université, donc si vous avez une bourse de doctorat de l'université ou du FNRS, ou si vous avez un contrat d'assistant,
vous ne payez que 32 € chaque année. Vous ne payez pas les 835 € puisque vous faites partie, vous êtes assimilé, si vous voulez, au personnel de l'université. Donc, vous ne payez pas de frais d'inscription. Là, c'est uniquement 32 par an. Mais sinon, c'est 835 € la première année et 32 € les suivantes. Et il est obligatoire de s'inscrire chaque année une fois qu'on a commencé un doctorat. Après, il y avait aussi la question du statut officiel. Quand on est doctorant, est-ce que c'est un statut étudiant ou pas? Oui, ça c'est une bonne question aussi. Donc quand vous faites un doctorat, vous êtes tous étudiants. Vous êtes tous étudiants de 3e cycle. Là, donc nos 2000 doctorants actuels sont tous étudiants à l'ULB. Mais en plus, si vous êtes payé, donc si vous avez une bourse de doctorat, si vous avez un contrat, donc un contrat d'assistant, etc., vous êtes aussi ce qu'on appelle, je vais dire, membre du corps scientifique. Donc pour faire simple, on pourrait dire que vous êtes membre du personnel scientifique de l'université. Donc quand vous êtes payé, vous avez un double statut, à la fois étudiant et à la fois personnel. Est-ce qu'il y a une liste des promoteurs disponibles par domaine? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Oui, donc nous avons, alors le plus simple, c'est que nous avons un inventaire de tous les centres de recherche, de toutes les unités de recherche de l'ULB. Ça, je peux vous donner le lien au stand si vous en avez besoin. D'ailleurs, ça figure dans la brochure que vous trouverez sur notre stand. Donc, en fait, si vous allez voir notre petite brochure sur notre stand, le lien y figure. Donc, on a un inventaire de tous les centres de recherche. Et le plus simple, c'est d'aller voir le centre de recherche qui correspond à ce que vous avez envie de réaliser, donc au domaine dans lequel vous voulez vous lancer, à la discipline dans laquelle vous voulez vous lancer, et de contacter le directeur de ce centre de recherche qui, lui, vous orientera vers la bonne personne. Je mets le lien aussi ici. Super, merci. L'inventaire. Alors. Oui, je regarde aussi un petit peu les questions de mon côté. Est-ce qu'il est possible de réaliser son doctorat avec un autre étudiant? Écoutez, la recherche, elle est collaborative par essence, donc on travaille toujours avec d'autres personnes, mais par contre, chaque doctorant doit, réaliser sa propre thèse de doctorat, vraiment sa propre dissertation. Donc en effet, vous allez souvent, en fait, presque toujours travailler en collaboration avec d'autres, même si dans certains domaines, c'est moins le cas et dans d'autres domaines, c'est plus le cas. Mais in fine, chacun doit présenter son propre travail. Faut-il avoir pris contact au préalable avec un promoteur? Mais ça, je pense que tu as répondu. Oui, donc ça, c'est obligatoire. Les âges limites, ouais, de nouveau. Alors, j'essaye de voir, de faire ressortir les questions qui peuvent bénéficier à tous. Est-il possible d'écrire la thèse en anglais? Ah oui, bien sûr. Donc ça, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas expliqué en détail quand je parlais du monde multiculturel. Donc on écrit sa thèse. Donc les deux langues officielles pour écrire sa thèse à l'ULB, c'est le français et l'anglais. Dans certains domaines, vous allez d'office l'écrire en anglais parce que toute la littérature scientifique est en anglais, les conférences sont en anglais, les experts qui vont vous les évaluer à la fin ne lisent pas le français et ne lisent que l'anglais. Donc en effet, dans beaucoup de domaines, vous allez réaliser votre thèse en anglais. Ce n'est pas toujours le cas, donc on réalise aussi encore dans certains domaines des thèses en français parce que certains domaines fonctionnent plus aussi en français, alors que d'autres sont complètement ne fonctionnent qu'en anglais, si vous voulez, au niveau international. Dans le cas d'une co-tutelle, il faut contacter donc deux professeurs et obtenir l'approbation des deux? Oui, c'est ça. Donc, dans le cadre du co-tutelle, comme vous êtes encadré par 2 professeurs, vous devez obtenir l'accord d'un professeur ici à l'ULB et également d'un professeur dans l'université partenaire. Et dès que vous avez obtenu cet accord de principe, alors on peut mettre, ça c'est nous qui le faisons au niveau de la cellule doctorat, on met les 2 universités en contact et on établit une convention afin de s'assurer que le doctorat en co-tutelle se déroule pour le mieux. Est-ce qu'il y a une différence de statut entre une bourse pour 4 ans et une bourse pour 6 ans? Alors, il n'y a pas de bourse pour 6 ans. Donc la bourse de doctorat, c'est toujours 4 ans. Les postes de 6 ans, ce sont les postes d'assistants.
Donc, ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est des postes qui sont scindés entre de la recherche doctorale et du support à l'enseignement. Et là, vous avez vraiment un contrat. Donc, vous avez un contrat de travail. Là, vous payez des impôts. Voilà, je dirais la différence avec la bourse de doctorat. Bon, in fine, les rémunérations sont les mêmes. Mais donc, la différence de statut, c'est que quand vous êtes là pour 6 ans, vous avez un contrat de travail et vous êtes vraiment partagé entre l'enseignement et la recherche, alors que quand c'est une bourse de 4 ans, vous faites de la recherche à temps plein. Mais dans tous les cas, on va vous considérer comme membre du corps scientifique, etc. Ça, je veux dire, dans le concret, ça ne changera rien, même si votre statut légal est peut-être différent. Et de manière générale, même s'il y a des histoires de statut, à l'ULB, pour nous, tous les chercheurs, tous les doctorants sont de jeunes chercheurs, donc sont des chercheurs en formation. Et donc, on ne va pas nécessairement, après, de toute façon, faire une différence entre un chercheur qui serait financé et un chercheur qui ne serait pas financé. Et donc, toujours dans la distinction bourse et assistant, est-ce qu'on doit payer des cotisations sociales, impôts, etc. lorsqu'on est assistant? Oui, c'est ça, donc, tout à fait. Donc là, c'est vraiment un contrat de travail classique avec impôts, etc. Je vais revenir peut-être sur la question de la langue étrangère parce que je voyais qu'il y avait aussi une question sur d'autres langues étrangères. Donc, on rédige sa thèse en anglais et en français. Il est également possible de la rédiger dans d'autres langues, mais c'est dans des domaines très spécifiques. Par exemple, si vous faites votre thèse en traduction ou en littérature, je ne sais pas moi, si vous étudiez la littérature allemande, vous allez rédiger sans doute votre thèse en allemand parce que là, la langue commune entre tous les experts du domaine internationalement, c'est l'allemand. Est-ce qu'il y a des examens obligatoires pendant le doctorat? Donc, il n'y a plus d'examens tels que vous les avez connus au niveau du master, mais il y a des épreuves quand même à réussir, en effet, annuellement. Donc, quand vous réalisez une thèse de doctorat, chaque année, vous allez rencontrer ce qu'on appelle donc le comité d'accompagnement, donc un ensemble de professeurs qui vont vous écouter et voir si vos recherches avancent bien. Et en fonction de cette réunion, ils vont donner un avis sur la réinscription ou pas au doctorat. Donc, s'ils estiment que vous avancez bien, vous pourrez continuer votre doctorat sans problème. S'ils estiment qu'il y a de gros soucis dans l'avancement de votre recherche, soit vous aurez, je dirais, un avertissement, soit on pourrait mettre fin tout de suite à votre doctorat. Mais donc, ça veut dire que chaque année, vous devez réussir une petite épreuve, je dirais, lors de cette réunion annuelle. Et alors, bien sûr, il y a un examen à la fin. Comment se déroule cet examen? Donc, c'est ce qu'on appelle la soutenance de thèse. Vous allez d'abord présenter dans un cadre privé, donc uniquement avec votre jury de thèse. Donc, vous allez présenter à votre jury de thèse vos résultats. Ils vont vous interroger sur vos résultats, voir si vous êtes capable de répondre à leurs questions, de défendre votre point de vue, de vous exprimer scientifiquement, etc., de présenter vos résultats de recherche. Ça, c'est ce qu'on appelle la défense privée. Si vous la réussissez, alors vous pourrez partir vers la deuxième partie de l'examen qui se déroule quelques semaines plus tard et qu'on appelle la défense publique, qui, comme son nom l'indique, est publique. Donc, n'importe qui peut venir vous écouter, où là, vous présenterez devant le public les résultats que vous avez obtenus. Et de nouveau, ce jury de 5-6 experts sera là aussi pour vous poser des questions. Et comme je le disais tout à l'heure, la recherche, c'est international. Et donc, au sein de votre jury de thèse, il y a en général 1-2 experts, voire plus, qui sont internationaux, ou en tout cas qui sont extérieurs à l'ULB. Oui, donc pour revenir sur les deadlines, quand est-ce qu'elles sont, plus ou moins, pour les financements FNRS, FRIA, etc. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous détailler toutes les deadlines parce qu'il y en a beaucoup. Mais donc, je dirais que la prochaine grosse deadline, c'est justement ce qu'on appelle les financements FRIA et FRESH du FNRS. Donc ça, la deadline, c'est vers la fin de l'été. L'appel n'est pas encore sorti. Ce sont des financements de recherche appliquée. Donc ça veut dire que ce sont vraiment des recherches dont les résultats auront une implication très concrète dans la société. Donc ça, c'est un type de financement quand même particulier, mais qui est obtenu chaque année par des dizaines de doctorants dans n'importe quel domaine. Donc FRIA, c'est plutôt sciences exactes, techniques, sciences et techniques, sciences de la santé, etc. Le FRESH, c'est pour les sciences humaines et sociales.
L'autre gros appel, je dirais, du FNRS, c'est ce qu'on appelle aspirant. Alors là, c'est ouvert à tout type de recherche fondamentale, etc. Et ça, la deadline, c'est j'oublie chaque fois si c'est janvier, février, je pense que c'est février. Donc, elle est déjà passée pour cette année-ci. Donc, si vous voulez vous faire financer à partir de septembre 2020, cette deadline-là est déjà passée. Après, il y a toute une autre série de financements. Donc, le mieux, c'est vraiment d'en discuter avec votre promoteur et d'analyser quel est le financement qui vous convienne le mieux et en fonction de regarder les deadlines. Est-ce que attends. Est-ce qu'on peut proposer un contrat d'assistant à un promoteur et est-ce que c'est difficile d'obtenir un poste d'assistant? C'est un peu des questions qui se recoupent. Ben, comme je disais tout à l'heure, hein, tout est compétitif dans le monde de la recherche, donc bien sûr c'est compétitif. En général, il y a moins de monde qui vont postuler. Donc, si vous voulez, la différence, c'est que donc, vous n'allez pas vous-même proposer un poste d'assistant. Donc, chaque année, l'ULB ouvre toute une série d'offres d'emploi d'assistants. Donc là, je pense d'ailleurs il y en a toute une série qui sont ouvertes. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui sont fermées. Donc, elles sont pour l'instant disponibles sur le site de l'ULB et vous allez y répondre. Donc, comme une offre d'emploi classique, vous allez envoyer votre CV, etc. Et puis après, vous aurez une interview. Alors, selon les postes d'assistant, il y a plus ou moins de personnes qui postulent, mais ça reste compétitif. Mais vous ne serez peut-être pas en compétition avec 300 ou 400 personnes, comme ça peut parfois l'être sur certains financements. Après, il y a les critères de sélection des financements. Pour quelles raisons une demande de financement peut être refusée? Mais je crois que c'est assez spécifique, ça dépend sans doute. Oui, c'est ça. Chaque bailleur de fonds définit une série de critères et ça, je vous invite à aller voir sur leur site. C'est le plus simple. Par exemple, le FNRS, ils ont des règlements, c'est très, très clair. Hein. Mais de manière générale, c'est quand même toujours un peu les mêmes. Donc, c'est votre parcours académique, c'est la pertinence de votre projet de recherche, c'est l'intérêt de l'équipe dans laquelle, donc l'équipe de recherche et donc votre promoteur aussi, donc l'équipe dans laquelle vous allez travailler, etc. Donc, c'est toujours ce type de critères qui comptent, mais d'un financement à l'autre, après, les critères peuvent varier. Aussi, la pondération entre les critères peut aussi varier. Il y a aussi est-ce qu'il y a une liste des sujets, de propositions de sujets? Oui, tout à fait. Ça existe et c'est aussi dans la brochure que vous pouvez trouver sur notre stand. Et alors, juste encore peut-être 2 questions. Il y a quand tu dis que les 90% des doctorants ne finissent pas donc dans le corps académique, est-ce qu'ils peuvent rester chercheurs? Ils peuvent rester dans le domaine de la recherche? Oui, donc quand je disais corps académique, je disais chercheur définitif. Donc, ça peut être chercheur ou enseignant-chercheur, donc c'est n'importe lequel des deux. Donc, ça veut dire que les autres partent travailler dans d'autres secteurs qui ne sont pas le monde académique ou alors ils partent vers le support à la recherche, comme je disais. Mais donc, ça regroupe vraiment toutes les fonctions définitives, donc les CDI, hein, enfin, ce n'est pas officiellement des CDI, mais voilà, les mandats définitifs que je visais là. Donc, mais par contre, il y en a qui partent travailler comme chercheurs dans des entreprises, hein, dans des services de recherche et développement. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et peut-être la dernière question, parce qu'après, je vois qu'on arrive à la fin de la conférence. Est-ce que la bourse est applicable aux étudiants étrangers? Oui, il n'y a pas de critères de nationalité. Hein. Donc, à part certaines bourses qui, justement, sont réservées aux étudiants internationaux pour les attirer en Belgique, la plupart, ou bien aussi certaines bourses de coopération qui sont réservées à des pays en voie de développement, les autres financements sont toujours ouverts à toute personne sans restriction de nationalité. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de notre conférence. Si vous aviez encore des questions, voilà, on n'a pas pu répondre à tout, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Je vous invite à me rejoindre sur le stand le doctorat PhD, où je serai très heureuse de répondre à vos questions. Si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite bonne chance dans votre projet de doctorat et peut-être à l'année prochaine. Bonne soirée et bonne visite ce soir.